Bonjour à tous, aujourd'hui correction des deux exos type bac sur le mouvement dans un champ uniforme. La première, il s'agit de la correction de l'exo Amérique du Sud 2007 sur le sujet du water jump. La deuxième parlera du sujet de Polynésie 2020 sur l'accélérateur de particules. Dans cet exercice, on vous explique ce qu'est le sport water jump. Donc on vous explique qu'il y a un skieur, vous voyez les schématisés ici, muni d'une combinaison qui glisse donc sur le toboggan. Cette partie-là correspond au toboggan, qui est terminé par un tremplin à ce niveau-là. Et à partir de ce tremplin, de la sortie du tremplin, qui correspond à ce point-là ou ce point-là, eh bien, il va effectuer un saut en chute libre. Donc nous savons que chute libre, ça veut dire soumis uniquement à son poids. Sur ce schéma, on repère que pour la chute libre, on va donc utiliser les axes qui se trouvent là, OX, OZ à ce niveau-là, et que le mouvement aura un vecteur vitesse initiale V0 et un angle qui correspond à l'angle de ce qu'on a appelé de lancement qui vaut phi, qui va être à ce niveau-là. Durant tout le mouvement, on a un champ uniforme, le champ de pesanteur petit g vertical vers le bas. Donc maintenant, on vous donne un tableau également avec différentes caractéristiques sur différents types de tremplins qui sont à ce niveau-là. On précise dans cet exercice qu'on va négliger tous les types de frottement, qu'on utilise un référentiel terrestre supposé galiléen et que l'origine des énergies potentielles est choisie au niveau du sol, c'est-à-dire à ce niveau-là. La première question vous demande par des mesures d'exprimer l'angle phi du tremplin photographié de profil. Donc là, forcément, on se sert de la photographie qui se trouve là. On vous dit par des mesures. Donc on va utiliser des mesures qu'on va réaliser sur ce schéma-là. Donc première possibilité, vous avez votre rapporteur et dans ce cas-là, vous allez mesurer l'angle qui se trouve ici. Et vous trouvez avec votre rapporteur que cet angle mesure approximativement 20 degrés. Deuxième possibilité, vous n'avez pas votre rapporteur et dans ce cas-là, il va falloir utiliser les formules de trigonométrie en mesurant sur le schéma. Donc, vous allez mesurer le côté qui se trouve ici, c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle. Et ensuite, vous allez mesurer le côté qui se trouve ici. Donc ce côté, c'est le côté qui est adjacent à l'angle et vous allez utiliser les formules de trigonométrie qui font apparaître la tangente étant le côté opposé divisé par le côté adjacent, comme indiqué dans la correction qui suit. Donc vous exprimez la tangente de l'angle phi qui va être égale à 1,4, c'est-à-dire la mesure du côté opposé, divisé par 4,0, la mesure du côté adjacent. Pour trouver l'angle phi, on utilise la fonction arctangente, c'est-à-dire la fonction inverse de la tangente, et on trouve 19 degrés. La question numéro 2 vous demande est-ce qu'il s'agit d'un tremplin débutant ou expert. Il suffit de comparer l'angle trouvé au tableau de la première page et on voit qu'il s'agit d'un tremplin débutant. Pourquoi est-ce qu'on humidifie le toboggan avant son utilisation? Histoire de pratique, on l'humidifie pour réduire au maximum les forces de frottement. Ensuite, dans la question 1.4, on vous demande d'exprimer l'énergie mécanique EMA du skieur à l'état initial lorsqu'il s'élance du point A sans vitesse initiale. Donc, on repart toujours de la définition. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Ici, on vous dit qu'il n'a pas de vitesse initiale, l'énergie cinétique va donc être nulle. On va avoir EMA qui est égal à EPPA, qui va être égal, si on applique la formule, à mgz, et dans le cas où on est en A, c'est mgZEA, et ZEA, c'est égal à grand H, comme on le voit dans le schéma de la première page. On vous demande de déterminer ensuite la relation entre l'énergie mécanique au moment où il quitte la piste et l'énergie mécanique MA. Là, forcément, on sait que les frottements sont négligés, uniquement le poids s'exerce.
ainsi que la réaction du support. Ces deux forces sont des forces conservatives, c'est-à-dire elles sont à la fois constantes et ne dépendent pas du chemin suivi. On peut donc dire que l'énergie mécanique va se conserver, ce qui nous permet d'écrire que EMA est égal à EM0. La question suivante vous demande bien d'exploiter cette relation pour trouver la vitesse du skieur au point O. Donc on va remplacer EMA par l'expression qu'on a trouvée ici, MGHE1, et EMO par 1 demi de MVO carré plus mg petit he1. Donc on fait attention aux notations qui sont données sur le schéma de la première page. Ensuite, on va isoler V0 comme on a fait dans le cours et on va trouver donc l'expression V0 qui est égale à racine carrée de 2G grand H1 moins petit h1, ce qui nous mène à 7,2 mètres par seconde. On note les hauteurs H1, grand H1 et petit h1 puisqu'il s'agit du tremplin débutant et donc on a les valeurs qui sont avec l'indice 1 alors que pour les autres tremplins on aurait H2 ou etc. Donc ensuite maintenant justement on vous pose la question avec le tremplin médian cette fois-ci, expliquer qualitativement comment varie son énergie mécanique par rapport à la situation précédente. Eh bien forcément l'énergie mécanique elle va augmenter puisque cette fois-ci la hauteur grand H vaut grand H2, c'est égal à 7 mètres. Donc forcément comme grand H augmente, EM va augmenter. La question 1.8 donc vous demande: peut-on affirmer que la vitesse du skieur à la sortie du tremplin double lorsque la hauteur du toboggan double? Il faut donc regarder l'expression que l'on avait trouvée précédemment, c'est-à-dire celle-ci, et on voit bien que la vitesse n'est pas proportionnelle à la hauteur du tremplin. Donc si grand H double, on n'aura pas V0 qui va être doublé. Ça, c'était la première partie de cet exercice qui est la partie énergétique. Maintenant, on revient sur la partie 2, un peu plus classique, ce qu'on a déjà l'habitude de voir, c'est-à-dire l'étude du mouvement du skieur après qu'il ait quitté le tremplin. Donc c'est la deuxième partie du mouvement où cette fois-ci il est en chute libre, donc soumis uniquement à son poids. Première question tout à fait classique, on vous demande d'exprimer le vecteur accélération lorsqu'il a quitté le toboggan. Donc là on va faire comme d'habitude, système, référentiel, bilan des forces, il n'y a que le poids. Donc ça va nous amener à P est égal à MA, MG est égal à MA, petit a est égal à petit g. À ce niveau-là, on a répondu à la question numéro 1 qui vous demandait uniquement d'exprimer le vecteur accélération. Question numéro 2. On vous demande ni plus ni moins que les équations horaires du mouvement. Donc on va faire comme d'habitude. On commence par projeter le vecteur accélération suivant les axes. On va donc avoir AX qui vaut 0 et AZ qui est égal à moins G. Une fois qu'on a trouvé A, on passe à la vitesse en utilisant le fait que l'accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ce qui nous donne Vx qui est égal à une constante puisque Ax valait 0. Donc quand on dérive une constante, la constante c'est 1, on obtient bien 0. Vz, il faut obtenir moins G quand on dérive Vz, donc forcément Vz va être de la forme moins Gt plus la constante C2. On a comme d'habitude les constantes qui sont égales aux conditions initiales, c'est-à-dire la constante 1 est égale à V0x, la constante 2 est égale à V0y, ce qui nous permet d'écrire les coordonnées du vecteur vitesse. Vx est égal à V0 cosinus phi et Vz est égal à moins Gt plus V0 sinus phi. Même chose pour OM, donc là on le note OG dans la correction, mais c'est pareil, c'est OM. On peut noter des deux manières. On trouve la primitive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut écrire pour x
pour que quand on le dérive, on obtienne V0 cosinus phi, eh bien il s'agit de V0 cosinus phi fois t plus la constante C3. Qu'est-ce qu'il faut écrire pour Z pour que quand on le dérive, on obtienne moins gt plus V0 sinus alpha? Eh bien c'est l'expression suivante. On trouve les constantes 3 et les constantes 4 en regardant à t égale à 0 la position initiale du projectile. On voit qu'il part de l'origine du mouvement, donc C3 va être égal à 0 et C4 va être égal à 0 et on trouve les équations habituelles qu'il fallait trouver. Elles étaient données dans l'énoncé à ce niveau-là. On passe maintenant à la troisième partie où on va exploiter ces équations du mouvement. Donc là, même si vous n'avez pas réussi à faire la partie 2, vous pouvez faire la partie 3 puisque les équations du mouvement vous sont données. On étudie maintenant donc le moment où les skieurs sautent le plus haut possible, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la flèche. La question 3.1 vous demande que vaut la composante de la vitesse du skieur suivant Z lorsqu'il atteint son point culminant. Donc composante, ça veut dire quelle est la coordonnée de la vitesse suivant Z. Donc là, on se rappelle ce qu'on avait vu au niveau des propriétés de la parabole. Donc quand on a une parabole comme ça, la vitesse, elle est toujours tangente au mouvement. Donc à t égale à 0, c'est V0 à ce niveau-là, qui va avoir une coordonnée sur x et une coordonnée sur y. Par contre, quand on est au sommet de la parabole, là, la vitesse va être tangente à la trajectoire, donc vous voyez, uniquement dirigée suivant x, ce qui signifie que Vz va être égal à 0. C'est ce qu'on vous demandait dans la question 3.1. Ensuite, on se sert de ça dans la question 3.2, où on vous dit que le skieur atteint sa hauteur maximale à l'instant Tmax. Exprimez Tmax en fonction de V0, G et phi. Donc là, on vient de dire que Vz était égal à 0, donc on reprend l'expression de Vz qu'on avait trouvée précédemment, qui se trouve là, et on remplace Vz par 0. Il n'y a plus qu'ensuite qu'à isoler le t, qui est notre seul inconnu, et on arrive à l'expression de t qui se trouve ici. Ensuite, on vous demande dans la question 3.3, à l'aide des équations horaires, montrer que l'expression de l'ordonnée correspondante Z max vaut. Donc là, on va reprendre cette expression de t, et cette expression de t, on va l'insérer dans l'équation de Z en fonction de t qu'on a établi précédemment. Ensuite, il y a juste un travail de simplification à faire pour trouver l'expression qui nous était donnée. Question 3.4, calculer la hauteur maximale. Donc là, si on n'a pas réussi la question 3.3, on peut très bien faire la question 3.4, puisqu'il suffit de remplacer par les valeurs pour trouver 2,6 mètres pour l'altitude maximale. La dernière question vous demande quel est le tremplin à choisir pour que les skieurs fassent un maximum de figures en vol. Donc forcément, si on veut qu'ils fassent un maximum de figures, il faut que la hauteur soit maximale et que le temps également soit maximal. Donc bien évidemment, on se doute qu'on va utiliser le tremplin expert. Par contre, il va falloir le montrer à l'aide de l'expression de Z qui a été établie précédemment. Donc là, attention, on veut avoir une hauteur H qui va être la hauteur maximale à ce niveau-là. H maximal, ça va être le Z maximal plus le petit h qui se situe ici. Pourquoi? Eh bien, regardez le schéma de la première page d'énoncé. Vous voyez que l'origine des axes n'était pas prise au niveau du sol. Elle était prise à une hauteur petit h au niveau du sol. Donc, ce qui veut dire que la hauteur totale, ça va être l'altitude petit h de départ plus le z, c'est-à-dire l'altitude prise au cours du saut. Donc, on va pouvoir ainsi calculer le grand H. V0, nous avons vu qu'il dépend de la hauteur du tremplin puisqu'on avait établi l'expression suivante à la question 1.6. Donc, en mettant tout ensemble, là, on vous propose d'écrire directement l'expression de H maximum.
On pourrait également, pour chacun des tremplins, calculer le V0 et en déduire ensuite le Z maximum et donc le H maximum. Là, on vous propose de faire tout d'un coup et bien évidemment, on voit ce à quoi on s'attendait, à savoir que c'est le tremplin expert qui permet d'avoir la hauteur maximale. Voilà pour ce premier exercice. Le but de cet exercice, c'est l'étude simplifiée d'un accélérateur de protons. Donc on a un proton, on vous dit de charge petit e et de masse mp qui pénètre dans un accélérateur linéaire de particules. Donc comme vous le voyez sur le schéma, donc à la date t égale à 0, le proton est à ce niveau-là. Il possède une vitesse initiale v0. On vous dit que la direction de V0 c'est OX, c'est-à-dire que V0 va être dans ce sens-là. Ensuite, on vous explique qu'on a deux armatures, l'armature A et l'armature B, qui sont distants de petit l. On a à l'intérieur de ces deux armatures un champ électrique E qui est représenté ici et on négligera le poids devant la force électrique puisque le proton est très léger, à une masse très faible. Donc la première question vous demande de représenter la force électrique qui s'applique au proton. Donc déjà, autant E, on peut le représenter n'importe où entre les deux armatures puisque le champ est uniforme. La force F, elle s'applique sur le proton. Donc ça veut dire que la flèche rouge, ici pour F, doit partir du proton. Cette force, qu'est-ce qu'on sait dessus? On sait que par définition, F est égal à QE. Ici, Q, la charge du proton, c'est petit e, ce qui nous donne que F est égal à petit e fois grand E. Donc, puisqu'il y a un signe plus, ça veut dire que F et E vont avoir le même sens et la même direction, ce qui nous permet de tracer la flèche rouge à ce niveau-là. On nous demande également de tracer le vecteur accélération. Il faut donc relier le vecteur accélération à la force. Donc pour cela, on applique la deuxième loi de Newton. Donc comme d'habitude, système référentiel, bilan des forces, on applique la seconde loi de Newton. On arrive à F est égal à mp fois A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F et A vont avoir même direction et même sens. Donc on représente petit a, la flèche en bleu. Les longueurs de flèche n'ont aucune importance. Là, il n'y a pas d'échelle. C'est uniquement la direction et le sens qui est important. Ensuite, on vous demande dans la question 1-2 d'établir l'expression de l'accélération et de montrer que les équations horaires Vx de t vaut ce qu'on vous donne et Vy de t vaut 0. Donc là, on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on repart de l'expression de l'accélération qui est ici, je remplace f par son expression, ce qui me donne petit e grand E, vecteur E, est égal à mp fois vecteur A, et on en déduit l'expression du vecteur accélération. Ensuite, les coordonnées du vecteur accélération sont ax, ay. Le vecteur E va avoir deux coordonnées, ex et ey. En regardant sur le schéma, on voit que ex c'est égal à E et ey vaut 0. Donc ça nous permet, en égalant les deux coordonnées, d'écrire que ax c'est égal à petit e divisé par mp fois e suivant x, c'est-à-dire grand E, et a suivant y, ça va être petit e sur mp fois e suivant y, c'est-à-dire 0, donc ay vaut 0. Ensuite, on passe à la vitesse, puisqu'on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La vitesse, on va donc devoir écrire Vx qui est égal à petit e sur mp fois grand E fois t plus C1 pour que quand on dérive cette expression, eh bien on obtienne bien l'expression de AX qui est là. Même chose, VY va être égal à une constante pour que quand on le dérive, on obtienne 0. Les constantes C1 et C2 correspondent aux coordonnées du vecteur vitesse initial, c'est-à-dire que C1 est égal à V0x, attention j'avais fait une erreur sur le corrigé, donc à modifier, et vaut V0, puisque dans l'énoncé, on vous disait que le vecteur vitesse initiale V0 avait une direction suivant OX. Donc C2 c'est égal à V0y qui vaut 0. En fait, le vecteur vitesse va être dirigé uniquement suivant
OX. On en déduit l'expression de Vx en remplaçant C1 par V0 et l'expression de Vy qui va du coup être égale à C2 qui est égale à 0. C'était la question petit b de l'exercice. Montrer que Vy, trouver Vy et justifier le nom d'accélérateur linéaire. Donc là, le mouvement il est linéaire parce qu'il a lieu uniquement suivant une coordonnée qui est celle suivant OX. On se sert de ces équations horaires pour répondre à la question 1 de 2, c'est-à-dire quelle est la vitesse du proton lorsqu'il atteint l'armature B à la date T1, T1 que l'on vous donne. Donc là, ce qu'on cherche, ça va être V1, et V1, c'est uniquement Vx, puisque Vy vaut 0, donc Vx à l'instant T1. On remplace donc T1 dans l'expression par sa valeur qui se trouve là et on trouve la valeur de la vitesse V1 en mètres par seconde. Dans la question suivante, on vous demande ensuite de déterminer l'équation de second degré qui permet d'obtenir la valeur de T1. Donc T1, c'est le moment, je vous rappelle, où le proton il atteint l'armature B. Donc si on cherche la valeur de T1 et qu'on connaît la position du proton à ce moment-là, eh bien forcément on va devoir utiliser l'équation horaire de la position. Donc on va travailler uniquement suivant X, puisque le mouvement se fait uniquement suivant X. Donc on sait que Vx c'est dx sur dt. On en déduit que x est égal à 1/2 de petit e divisé par mp grand E fois t carré plus v0t plus c3. C3 représentant x0 égale 0. On en déduit l'équation horaire de la position de notre proton au cours du temps. Donc ensuite, on remplace par les valeurs, c'est-à-dire 1/2 0,5, petit e 1,6 10 moins 19, mp 1,7 10 puissance moins 27, e la valeur est dans l'énoncé, et v0 par la valeur de l'énoncé également, ce qui nous permet de trouver l'équation du second degré suivante. Ensuite, nous, on veut se placer à t qui est égal à t1. À ce moment-là, x va être égal à petit l. Donc, en remplaçant x par petit l, 6,5 fois 10 puissance moins 2, on n'a plus qu'à résoudre cette équation pour trouver T1. Donc en utilisant la calculatrice, on trouve T1 est égal à 3,69 fois 10 puissance moins 7 secondes. Je vous rappelle qu'avec la calculatrice, il s'agit de résoudre un polynôme du second degré et donc on va faire passer le 6,5 fois 10 puissance moins 2 de l'autre côté du signe égal pour avoir la forme classique A fois x carré plus bx plus c, ce qui nous permet d'obtenir l'instant T1. Dans la question 1 de 4, on nous demande de calculer l'augmentation d'énergie cinétique. Donc l'augmentation, ça revient à calculer la variation, c'est-à-dire énergie finale moins énergie initiale. Donc ça va être égal à 1/2 de mpv1 au carré, puisque en B, on a la vitesse V1 qu'on a calculée précédemment, moins 1/2 de MP V0 au carré, puisqu'en A, on a la vitesse V0. En remplaçant par les valeurs, on trouve 1,0 fois 10 puissance 16 joules. On vous demande de le comparer avec l'énergie attendue au LHC. On voit bien que l'énergie au LHC donnée dans l'énoncé est de 10 fois 10 puissance 12 électronvolts. Forcément, on n'a pas les mêmes grandeurs. On ne peut pas comparer des électronvolts et des joules. On convertit donc les électronvolts en utilisant ce qu'on vous donne dans l'énoncé, la relation de conversion, c'est-à-dire que 1 électronvolt, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Ce qui nous donne, pour l'énergie du proton au LHC, 1,6 fois 10 puissance moins 7 joules. On voit bien que cette énergie, elle est beaucoup plus grande que celle trouvée pour notre accélérateur. On en déduit que forcément, là, c'était pour une distance petit l qui était égale à 6,5 cm. Si on veut augmenter l'énergie, eh bien, il faudra augmenter la vitesse à T1, donc il faut augmenter la durée et augmenter la distance de parcours. Dernière question, avant-dernière, est-ce que ce dispositif peut fonctionner avec un neutron? Bien évidemment non, c'est une neutre, donc le mouvement dans un champ électrique, seules les particules mises en mouvement sont les particules chargées.
c'est-à-dire pas le neutron. Dernière question, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut accélérer un électron? Je vous rappelle qu'un électron a une charge électrique -E, donc qui est opposée à celle du proton. Si on reste dans l'état actuel des choses, notre proton ne va pas avancer vers l'armature B, mais au contraire reculer, repartir. Donc forcément, si on veut le faire aller vers l'armature B, il va falloir changer le sens du champ électrique de manière à ce que l'armature qui soit chargée positivement soit l'armature B et non plus l'armature A. On va donc inverser la valeur du champ E. Voilà pour la correction de ces deux types bac pour étudier le mouvement d'une particule ou d'un objet dans un champ uniforme. J'espère que vous avez tout suivi. On se revoit bientôt pour les questions.